tous, c'est Valil. On se retrouve pour la deuxième partie de cette série sur les tarots arthuriens. J'ai pris celui-ci et on va terminer avec l'autre tarot français. Alors je m'excuse pour celles et ceux qui ne lisent pas l'anglais. Évidemment, je vais parler en français, donc quand je lirai et que je commenterai le livre, ce sera du français, vous pourrez comprendre le contenu. Et on cherchera ensemble, ou quelqu'un peut-être le sait déjà, nous indiquera si ces travaux de Llewellyn ont été traduits en français ou pas, pour savoir si vous est accessible. C'est un jeu que je trouve vraiment mieux structuré et mieux fait que le précédent, beaucoup plus respectueux de la tradition arthurienne, c'est-à-dire qu'en plus d'être respectueux, il a aussi un rapport avec la tradition arthurienne, ce qui n'était pas le cas du jeu de Stewart. Donc on va regarder une série d'éléments pour comparer la structure du jeu, la structure du livret, comment c'est présenté. Même si je ne suis pas fan généralement de la qualité des cartes, les Llewellyn, du choix du dos ici, bon ce violet, j'aime beaucoup les labyrinthes, ça a du sens, les bordures sont pas exceptionnelles et c'est la vie, ce type d'illustration ne vieillit pas très bien. Bon, mais on n'est pas là pour faire une review, on va vraiment plutôt parler du fond, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, c'était dans un livret d'ailleurs, dans un coffret, pardon, j'aurais dû le préciser, même s'il n'a pas le même format que les jeux précédents, c'était livré dans un coffret Llewellyn assez classique, où vous avez uniquement du carton, avec tout un système de boîtes qui s'ouvre, vous avez un cache ici, un truc pour maintenir les cartes, et le livre, tout ça c'est un coffret, c'est pas un livre à part que j'ai acheté, comme pour le Complete Merlin Tarot de tout à l'heure. Comment il se présente? Donc Keeper of Words, il y a aussi toute une tradition, toute une question un peu de poéticité dans ce jeu, qui est vraiment très chouette. Ici, vous avez une page résumée, très pratique, qui a l'air très anodine, mais qui est vraiment très pratique. Quand on veut étudier le tarot, c'est très important. Il vous dit ici quel est le but du jeu, enfin, comment il a été conçu, à quoi est-ce qu'il peut servir. Et on vous dit clairement qu'on mélange, blending. On est là pour mélanger des outils, des symboles traditionnels du tarot, et là probablement ce sera bien le Rider-Waite puisqu'on est chez les anglophones, qui ne travaillent pas avec le Marseille, avec de l'imagerie ou du symbolisme païen et chrétien, depuis la légende arthurienne. Donc ici, bon, dans le légende tarot, mais chrétien et païen en rapport avec le contexte historique et culturel de la naissance et de la vie d'Arthur, et donc c'était un mélange de ces genres-là. Et on est bien là aussi pour introduire des symboles traditionnels du tarot. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vous dit bien qu'on va lier les images du tarot traditionnel avec la légende arthurienne, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. On va mettre côte à côte ces éléments. Ce ne sera pas tantôt l'un, tantôt l'autre. On va vraiment faire une sorte de synthèse, tout simplement. Et il n'y aura pas de flou, ça va être fait systématiquement. On va vous expliquer les significations archétypales des personnages arthuriens, puisqu'on peut prendre les personnages arthuriens comme des archétypes. C'est pareil pour les événements, c'est pareil pour les récits. Après, ça se discute un peu de savoir si un récit peut être un archétype. Un récit peut être archétypal, mais dire que le récit peut être un archétype, ça c'est encore autre chose en français. Il faudrait faire attention à la traduction de ce passage. Mais on est dans le texte original. On va vous proposer des cartes renversées et droites pour la signification des cartes. C'est important pour ceux qui travaillent comme ça. Mais on va essayer de vous montrer comment ce sens, cette orientation est liée à la légende. Et ici, on vous redit à nouveau qu'on va mélanger les symboles pré-chrétiens, donc païens, mais les symboles aussi chrétiens, et la question de la quête du Graal, puisque la quête du Graal, c'est une quête chrétienne dans une partie de sa conception. C'est ça qui est complexe avec le mythe arthurien, c'est qu'il y a des gens qui veulent retourner au pré-culturel, au pré-chrétien, et donc parler de tout ce qui est païen, celtisant, druidisant, etc. Et il y a ceux qui vont dans la tradition où le Graal est lié à la question du sang du Christ. Donc c'est chrétien. Donc tout ça, ça va se retrouver là-dedans. Et à la fin, ici, dans ce petit paragraphe, on vous précise de quelle façon c'est conçu, comment ça peut être utilisé. Vous avez ici le terme Psychic Spiritual Development, donc c'est bien pour un développement tantôt psychique, enfin psychique au sens divination, tantôt pour un développement plutôt spirituel, parce que les mythes ont une certaine puissance, ils sont contenus
ils sont conçus d'une certaine façon, donc c'est un trait avec les symboles, avec les archétypes, qui sont à la fois pour du visuel, mais aussi pour des outils de transformation, des outils d'accès à une connaissance supérieure, et aussi de rapport avec les forces qui traversent nos vies. Donc là, on est dans une approche qui est poétique, mythique, psychologique et spirituelle, et on vous parle de l'exploration, de l'auto-exploration, puisque c'est votre travail, vous qui utilisez le tarot, à travers des voyages mythiques. Ensuite, comment se présente la table? Très très important, cette table vous montre comment ça a été conçu et quelle est la méthode. Donc on vous parle de la nature du tarot, donc la structure, comment est-ce qu'on comprend la question des suites, les majeurs, les mineurs, les aspects culturels, les aspects religieux, d'où vient le tarot, c'est quoi son origin story, est-ce que ça vient de l'Égypte, etc. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est détaillé, vous n'avez que 4 pages, mais c'est quand même 4 pages d'introduction au tarot. Ça peut convenir probablement aux débutants, même si ça n'est pas suffisant. En tout cas, vous avez une véritable introduction au tarot. Vous avez une introduction à la légende arthurienne, avec la question du mythe. On vous dit quelle est la valeur du mythe, quelle est la fonction du mythe. Vous avez les différentes branches de la tradition arthurienne. Donc là, ça va être évidemment très résumé, c'est pareil, hein, vous avez peu de pages, de 5 à 9. Mais on vous explique un petit peu les symboles du jeu, globalement, le mélange des différentes religions et de leurs motifs, chrétiens, païens, les éléments tragiques, le titre des cartes et des suites vous est donc expliqué, la question du labyrinthe, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve ici, la question du dragon, la question du, a priori, du layout. Donc je pense que c'est ici ce qui est autour, le petit cadre va peut-être être illustré, mais là je peux pas faire... je peux pas vérifier si c'est ça. Ensuite, on vous parle de la légende arthurienne, pas juste de son esprit. Alors c'est ça, Spirit of the Legend. Comment ça a été importé dans le jeu, dans le symbolisme et dans le tarot, dans ce tarot. Ici, c'est vraiment la légende arthurienne. Quelles sont ses racines historiques? La question des âges sombres du Moyen-Âge, la question du paysage politique, les Saxons, les invasions des tribus. Tout ça, c'est vraiment l'aspect historique pour vous contextualiser la période de laquelle ça se déroule, comment ça se passait politiquement, économiquement, au niveau de la culture. La question du statut légendaire de ce cycle littéraire, comment ça s'est développé, la question probablement des différents chroniqueurs, voilà l'histoire des différents chroniqueurs, parce qu'il y a plein de personnes différentes qui ont écrit sur le sujet, la question des légendes celtiques ou pas, les branches de la tradition, du roman, puisque c'est aussi l'histoire de la naissance du roman, le cycle arthurien, la quête du Graal, les imageries médiévales. Vous voyez, il y a de quoi faire. C'est très court, mais au moins ça vous situe. Ensuite, il y a toute une partie, est-ce qu'on me voit bien, sur comment employer les cartes, comment consulter le tarot, développer vos propres rapports aux cartes. La différence majeure mineure, c'est plutôt là. La nature des suites, c'est plutôt là aussi. C'est-à-dire, on vous parle dans le développement, dans la profondeur des suites, comment ça fonctionne, le rapport entre elles. Dans l'autre, on vous justifiait la merlinisation ou l'arthurisation de ce tarot. Ici, on va dans les significations générales. Il y a évidemment toujours des petits étalements qui vous sont proposés, je m'emballe. Il y a toujours l'astrologie, c'était très à la mode à un moment donné, donc on fait de l'astrologie dans le tarot, on vous en reparle ici. Ensuite, il y a des choses un peu différentes sur des utilisations alternatives au tarot. En tout cas, vous voyez, c'est très développé. C'est vrai que c'est pas une review, donc j'aurais peut-être dû passer tout ça, je m'en excuse. Et ensuite, vous avez vraiment les cartes avec les suites, je vous les donne ici, les lances, les épées, les coupes et les boucliers. Donc vous avez des choses directement guerrières et éventuellement celtiques, mais ça pourrait être aussi chrétien, ça pourrait évoquer les romains, mais il y a une logique de prendre les 4 éléments de base des 4 suites et de les transformer de cette façon. Pour ce qui est des arcanes majeurs, vous voyez bien la suite ici. J'ai pas pris... En fait, le jeu, le problème, c'est que je ne l'ai pas trié dans le bon ordre, donc c'est pour ça que je travaille avec la table des matières ici, même si c'est plus agréable d'avoir un point de vue visuel. Contrairement à l'autre jeu, vous avez l'ordre des majeurs, tel qu'il est dans la tradition Rider-Waite, elle est respectée. Globalement, il y a comment il s'appelle le diable, excusez-moi, qui est transformé, il est transformé en cornu. Mais par contre, l'ordre est là. Voilà, il y a très peu de noms qui sont renommés.
Et ils sont dans le bon ordre. Et là, on ne vous donne zéro ambiguïté. Vous avez bien un jeu où chaque carte, c'est un élément de la tradition arthurienne. Perceval, Merlin, Nimue, Guenièvre, Arthur, Taliesin, Gareth et le Roi Lion. La bataille du Mont Badon, la vision de Perceval. Donc soit ce sont des personnages, soit ce sont des événements. C'est ce qui était dit dans l'introduction. Il n'y a pas juste les personnages. Lancelot dans son exil, le rêve d'Arthur, la Dame du Lac, le château périlleux, la chasse sauvage et... je suis désolée, je vais pas le prononcer parce que je vais massacrer. C'est un nom gallois, si je ne me trompe pas. Le chaudron d'Anwin, alors là c'est pareil, il n'est pas toujours écrit de cette façon-là, de mon souvenir. Mais c'est la divinité de l'autre monde, Cernunnos, le château, enfin la forteresse de Vortigern, le dragon de feu, Morgane la fée, le Avalon et la danse du géant. Voilà vos arcanes majeurs. Et ensuite, vous avez également toutes les mineurs qui sont répertoriées pour expliquer... Ah, je pensais que c'était liste des illustrations. Non, c'est juste la liste des cartes. Mais ça vous permet d'avoir tout dès le départ, un seul coup d'œil, tous les événements arthuriens qui sont dans le jeu. Et il y a zéro ambiguïté. Tout ça, ce sont des personnages, des événements, Morgause, Britannia, Galahad, tout ça, c'est que la légende arthurienne. Donc ensuite vous avez la préface, que je vous montre pour une carte comment c'est fichu. Prenons l'ermite. Oh, ça aurait été bien que je le trouve pour que vous le voyez. Alors je vais faire une pause. Alors voici, j'ai pas trouvé l'ermite, j'en ai trouvé une autre, donc je l'ai prise. Il s'agit de la carte de la justice. Donc tel que le livret est fait, la reproduction ici est extrêmement floue et dégueulasse, il faut bien se l'avouer. Bon, enfin au moins on n'est pas obligé d'avoir sa carte sur soi, on a quand même un rappel ici si on veut travailler. Ici la description est assez courte, mais on aura quand même une autre page. La signification de base, la signification renversée. Donc on vous parle d'un jugement qui poserait problème. Ici vous avez une description rapide de la carte, pourquoi on a la Dame du Lac, quel rapport avec ici le personnage, évidemment on vous dit que c'est Arthur, on vous parle de la loi cosmique, on vous parle de la légende d'Excalibur. Donc vous avez quelque chose qui peut suffire. Bon, en tout cas c'est vraiment une base. Notez ici qu'on vous parle des fonctionnements de la destinée et du karma. À titre personnel, je ne valide pas ce terme. Le karma n'a rien à voir avec la culture et la religion. Les cultures et les religions celtiques, parce qu'en réalité elles sont plusieurs. C'est un terme qui vient d'Orient. Je trouve ça problématique qu'on ait ce terme ici, surtout en n'étant pas expliqué et tout le bazar. Bon, mais en tout cas, ça parle de la légende actuelle, de la destinée éventuellement. Bon. Et derrière, vous avez carrément un récit, c'est comme ça qu'il est structuré. La justice, c'est expliqué dans les 2 premières pages. Et la question de la Dame du Lac, ici, vous avez un récit en fait. Vous avez un extrait, un événement rattaché à cette légende. Et c'est comme ça pour chacune des cartes. Vous avez d'abord les significations. Vous voyez qu'ici, c'était par exemple plus long que ce qu'on avait de l'autre côté. Et vous avez un récit sur le château périlleux, avec accessoirement les illustrations, ce qui peut être agréable pour plein de gens. Mais voilà comment le jeu est conçu. Donc vous avez un accompagnement certain, vous n'avez pas une référence au texte, par exemple, vous n'avez pas de source, ça doit être l'auteur qui a refait le récit, sinon elle n'aurait pas le droit de le citer tel quel, je ne pense pas. Et il y aurait des guillemets, là il n'y a pas de guillemets, donc ça doit être elle qui prend le temps de citer. Là par exemple c'est très embêtant puisqu'on a une association à la déesse Morrigan avec Morgane la fée, ce qui n'est pas historique. Il y a beaucoup de gens qui aiment la légende arthurienne qui font cette association. Dans leur religion personnelle évidemment ils sont libres de la faire, mais c'est une mésinterprétation des textes de base. À la fois des textes arthuriens et des textes irlandais en fait, qui parlent de Morrigan, puisque ce sont 2 domaines de symboles, de magie, etc. qui sont complètement différents. Bon. Ici, elle parle du principe féminin, de la carte de la lune, etc. Donc, il y a un côté histoire, je raconte l'histoire de Morgane la fée, et il y a un côté, j'explique pourquoi Morgane est sur la carte de la lune. Il y a bien le passage avec les symboles arthuriens, ici Excalibur, ici ça parle de chrétienté médiévale. Donc voici comment on peut s'y faire. Danse des géants. Bon, je vais passer aux arcades mineures, on va prendre un exemple.
On vous gnose ici un peu la suite des épées. Pardon, des spers, ce sont les lances. Donc c'est plus court puisqu'on n'a pas la page avec le texte comme sur les autres. Mais vous voyez quand même que même pour les arcanes mineures, on a un texte pas rikiki quoi. C'est pas juste un mot-clé sur les cartes. D'ailleurs, je voudrais vous les montrer. Alors, ici, on a le 10 de... C'est pas la bonne carte, mais on a le 10 de bouclier. On a la personne arthurienne ou l'archétype arthurien auquel c'est rattaché. Et on a le nom ici de la suite de tarot de la lame en question. On n'a pas de mots-clés, on n'a pas d'indication comme ceci. Et dans le texte, vous n'avez pas... Parce que je parle du mot-clé en comparaison avec la première vidéo, au tarot de Merlin qu'on a vu tout à l'heure, où les mineurs étaient complètement laconiques, pour ça très très épuré, pour le dire gentiment. Et donc ici, vous avez de nouveau un récit sur la lance du Graal. Alors, je ne suis pas sur la lance, je suis sur une autre carte, qui est le 10 du bouclier. On pourrait regarder le 10 du bouclier. Effectivement, je n'y ai pas pensé. Voilà, Camelot. Pourquoi Camelot? Qu'est-ce que c'était? Et on vous parle de Chrétien de Troyes. On vous parle de la table ronde. On vous parle d'autres choses. Et ici, vous avez bien des significations divinatoires, quoi. Vous pouvez l'utiliser dans ce sens-là. Ok, je voulais vérifier la différence avec les cartes de cours. Je crois qu'à un moment donné, il est expliqué pourquoi on a ces macarons là, mais je m'en rappelle plus. J'ai pas le temps de chercher. Je sais pas si c'est très important. Je pense que vous voyez la structure du jeu. Ce qui est important pour moi, c'est de revenir sur la bibliographie. Anna-Marie Ferguson, je crois que dans la première vidéo, j'ai dit Anne-Marie au lieu de Anna-Marie. Travaille de façon sérieuse, sourcée. On donne les textes qui ont pu nous servir à l'élaboration du jeu avec le respect des codes bibliographiques. On a un ordre alphabétique évidemment, mais c'est-à-dire qu'on ne chiffre pas et on ne se cite pas, on cite les sources qui nous ont aidés à construire. Et donc là, vous avez quelque chose de beaucoup plus grand. Évidemment, elle vous cite aussi Carl Jung pour tout ce qui est le travail sur les archétypes, c'est inévitable. Mais elle vous cite bien Chrétien de Troyes avec les romans complets. Elle vous cite tout un tas de choses sur la magie celtique. Alors Conway, il est très discutable ici, mais bon, c'est un collègue de Llewellyn. Mais il y a des choses sur le tarot lui-même, sur le fait de faire la divination. Vous avez une encyclopédie arthurienne. Vous avez des choses sur la Bretagne celtique qui se veulent plus historiques. Vous avez, ici j'avais vu quoi? Là vous avez quand même les histoires mythologiques des îles britanniques. Ça c'est plutôt des sources de base. Donc là on a une bibliographie qui est beaucoup plus construite. Évidemment elle n'est pas, il n'y a pas de catégorie. Parce qu'on peut faire des catégories dans une bibliographie, là il n'y en a pas. Ce qui n'est pas grave, on peut faire ce choix là. C'est juste qu'effectivement il y a tout un tas de nuances à faire entre ces livres. Outre les thèmes sont les approches. Parce qu'on a les traductions originales, enfin les traductions donc des textes d'origine, le Mabinogion, la légende arthurienne par Chrétien de Troyes, mais vous avez aussi des interprétations sur John Matthews ou John et Clayton Matthews, ce sont leurs interprétations et leur compréhension de la mythologie arthurienne, qui a priori d'ailleurs est discutable, mais ça, c'est pas le lieu pour en discuter. Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui se donnent un aspect sérieux, dans la forme et qui ne le sont pas. Je l'ai montré, là la bibliographie je trouve ça chouette, mais il me semble que Conway il est discutable. On a vu tout à l'heure dans le texte qu'elle citait le karma dans un texte celtique, dans un tarot à dominance celtique. Donc, il faut toujours être très vigilant et avoir du recul pour bien analyser les choses. Elle cite d'ailleurs Stewart, regardez, ce qui n'est pas très bon signe pour moi, Celtic God and Goddesses. Ici, elle cite le bréviaire de Stewart sur les dieux et déesses celtes, sachant que celte, ça demande vraiment à être travaillé très finement. Et donc la page qui est derrière, voilà. Et après, vous avez l'index. Dans tous les cas, ce jeu-là, à 100%, il va vous permettre de travailler avec la légende arthurienne, sans ambiguïté, sans détour, et avec des sources qui sont vérifiables. Vous pouvez aller chercher les histoires, même si on vous ne... Évidemment, moi j'aurais préféré quelque chose où on vous cite
à quel texte du cycle arthurien ça renvoie. Allez voir la vie de Merlin, allez voir Monmouth, allez voir Chrétien de Troyes. J'aurais préféré que ce soit sourcé comme ça. Mais par contre, on voit bien qu'elle a lu les textes de base et qu'elle a travaillé de façon structurée en essayant de dire quand même ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle utilise, et de respecter une forme de synthèse entre tarot traditionnel anglophone, Rider-Waite, et association aux symboles païens, chrétiens, arthuriens. Voilà. Donc si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose d'absolument évident, n'hésitez pas à me le dire et puis on complétera dans les commentaires de la vidéo ou dans un petit article sur le site et sur le site. À la prochaine!